Bonjour Olivier Saragaglia. Merci de nous recevoir au centre d'entraînement du GF38. Vous êtes vraiment à l'original de l'étape. Vous êtes né, vous m'avez dit, à 500 mètres Je d'ici. suis à la clinique Beldon, là, qui se situe à Saint-Martin-d'Air, à 500 mètres, ouais. Même pas, à vol d'oiseau, c'est tout près. Vous avez 42 ans. Mhm. C'est cette proximité qui vous a amené au football. Est-ce que la vision de ces terrains vous a... Non, parce que j'ai vécu dans le quartier qui est juste à côté là, du centre d'entraînement et nous, le seul jeu qu'on trouvait c'était le ballon. Donc avec les copains, en dehors des heures de cours et les mercredis et les samedis, on faisait que ça, on jouait au ballon. Et j'avais mon frère aussi qui jouait déjà à Grenoble, hein, qui a 3 ans de plus que moi, 4 ans de plus que moi. Et qui lui, à l'âge de 7-8 ans, m'a inscrit avec lui et mon père nous emmenait tous les deux à l'entraînement. Et c'est venu naturellement. Tout naturellement, vous avez fait toutes les catégories d'âge. Et vous avez d'ailleurs disputé, si mes renseignements sont exacts, de Coupe Gambardella à Strasbourg. On a sorti Strasbourg en quart C'est finale. ça, hein, avec Jean-Michel Picollet. Voilà, au pénalty. Au pénalty. Ouais. Alors, bon, ça vous donne déjà, disons, un petit avantage sur Strasbourg, même si actuellement nous partageons la même galère. Ouais. Vous avez signé votre premier contrat pro à quel âge? À 18 ans. À 18 ans. Vous avez intégré d'emblée J'étais au centre de formation et j'ai commencé à jouer, j'étais stagiaire avec les pros. Et puis en courte saison, j'ai signé mon contrat de fond. Voilà. Vous avez été, à l'époque, Grenoble était dans la 2e division. C'est ça. C'est ça. Vous avez joué jusqu'en 1993. Voilà. Vous avez joué avec un autre entraîneur en 1988, quand vous êtes arrivé à 18 ans, Jean-Philippe Séché. Ouais. Alors on s'était permis une petite remarque hier avec Olivier Guichard, on s'étonnait de la quantité de défenseurs parmi les entraîneurs. C'est la rigueur, je pense que c'est la rigueur du défenseur. Voilà, c'est ce que disait... je pense que c'est certainement dû à ça. C'est dû à ça. Chacun c'est un peu plus fou, un peu plus feu follet. Un défenseur, c'est plus de discipline, plus de rigueur. En 88, vous avez joué aussi avec Yuri Djorkaeff, et par la suite avec son frère, Micha. Alors Micha, lui, était au centre de formation. Oui. Il ne jouait pas en équipe première, mais on a fait quelques séances d'entraînement ensemble. Vous avez d'autres joueurs, Markov d'Alger, que même vous avez Markov. rencontré. Vous avez connu dans votre première période 2 entraîneurs qui certainement vous ont marqué. Hein, c'est Patrick Parison et Noël Tosi. Ouais. Alors Noël Tosi, c'était l'entraîneur du centre de formation. C'est lui qui m'avait proposé à Patrick Parison, car Patrick Parison cherchait un défenseur. Et ensuite, je l'ai retrouvé avec l'équipe première de Grenoble. C'est vrai que j'ai fait 2 saisons avec Patrick Parison qui ont été extraordinaires. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a amené à quitter Grenoble pour Châteauroux, l'opportunité Le dépôt de bilan. Le dépôt de bilan. Le dépôt de bilan, une fois de plus. Déjà, j'en ai connu 3 moi. Oui, c'est pas la joie. D'autres vous ont dit aussi. Donc, 3 dépôts de bilan. Étonnant 3. d'ailleurs le nombre de dépôts de bilan que rencontrent les entraîneurs de ces femmes. Ouais. Très franchement, j'étais étonné. Pour une ville comme Strasbourg ou comme Grenoble, c'est plus, on va dire, c'est plus rare, quoi, des grandes métropoles comme ça. Donc, mais bon, ça arrive. Voilà. Ça arrive souvent chez nous. Ouais. Vous avez joué donc à Châteauroux, c'est un club d'ailleurs, j'ai noté, qui a été créé il y a en 1883, donc un club très ancien. Et vous avez débuté là-bas alors que l'équipe était en 3e division, nationale. L'équivalent dans la nationale. Mais vous êtes remonté assez vite. On est remonté tout de suite en Ligue dès la première année. D'accord. Vous avez joué avec quelques joueurs aussi. Gilles Gerino, du PSG, Patrick Mboma, Pascal Gatien qui entraîne à Niort, Ismaël Triki, international marocain. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, je ne vais pas tous les citer. J'avais noté aussi Dominique Bijota. Dominique Bijota, la première année. 93-94. Joël Bossis, il a certain nom. Joël Bossis, Bruno Roux, le papa de Nolan, qui est un très très bon attaquant. Ahmed Marzi, Didier Martel, il y avait de très très bons joueurs qui sont passés par Châteauroux.
Donc, vous êtes remonté en deuxième division et vous avez été entraîné par Victor Zinca. Vous gardez quel souvenir de l'entraîneur? Difficile. Difficile. J'étais jeune, hein, j'avais des rapports un peu conflictuels avec lui parce que bon, j'étais une grande gueule et lui, c'est quelqu'un de très strict, très rigoureux. Mais avec le recul, je me rends compte qu'en fait, j'ai passé 3 bonnes années. Et quand on voit les résultats qu'il a encore aujourd'hui à Nîmes, c'est quelqu'un qui est un passionné, qui est rigoureux, qui aime la discipline. Et, ouais, mais j'ai gardé que des trucs en dessous. Oui. Vous avez un entraîneur qui vous a particulièrement marqué pendant votre période Patrick Parison. Patrick Parison, le premier. C'est le premier que j'ai eu. C'était un entraîneur avec qui on pouvait échanger, on pouvait discuter, on pouvait plaisanter, mais qui mettait beaucoup de rigueur dans son travail, qui expliquait les choses et qui faisait bien. Il arrivait à faire comprendre les choses assez rapidement à ses joueurs. Vous êtes revenu au Bercail après, vous êtes revenu à Grenoble, alors que là aussi Grenoble jouait en national. Ouais. Hein. Ceci jusqu'en 2000. Vous avez connu en fait la transformation de l'OGI, fusion avec Nordcap, pour faire le GF38. Exactement. En 1997, pour ceux que ça intéresse. Là, vous avez connu plusieurs entraîneurs sur cette nouvelle période grenobloise? Non, sur la période GF38, je n'ai connu qu'Alain Michel. Alain Michel. Qui s'était occupé avec la ville de Grenoble, qui était chargé de faire cette fusion. Et puis après, il est resté au club en tant qu'entraîneur et je n'ai connu que lui. Voilà. Et l'équipe de Grenoble est descendue en 4e division. On était en CFA à l'époque de la fusion, on était reparti en CFA. Parce que quand je suis revenu de Châteauroux sur la première année de nationale à Grenoble, on a redéposé le bilan en fin de saison. Il faut savoir, c'est peut-être moi le chat noir, je ne sais pas. Mais c'était mon deuxième dépôt de bilan à Grenoble. Et du coup, on a fait cette fusion avec Nordcap et on a créé le GF38 et on est reparti en CFA. Vous êtes reparti en CFA. Peut-être dans une situation peut-être un peu moins tumultueuse que celle que vous avez connue par la suite, dont on va parler. Beaucoup plus confortable. Malheureusement, on a vécu la même chose à Strasbourg. Et vous êtes parti 1 an au Red Star. J'ai fait ma dernière saison, entre guillemets, de joueur professionnel au Red Star. Qui avait là Kader Ferraoui à 36 ans. Ouais, Tony Cascarino, Brian Thiam, qui est chez Bein aujourd'hui, qui commente mon match, Jean-Marc Danger, il y avait Laurent Castro et des joueurs aussi qui avaient une sacrée carrière derrière. Et donc après avoir quitté le Red Star, qui était en national aussi, enfin en 3e division à l'époque, vous êtes retourné donc à votre point de départ, pas très loin de votre lieu de naissance, mais avec l'équipe réserve. Non, j'ai commencé avec les 14 ans fédéraux. Ah, vous êtes proche des jeunes. Quand je suis revenu du Red Star, j'ai profité d'une année de chômage. C'était en quelle année? J'étais en saison 2000-2001, je crois. Oui. Quand je suis entré du Red Star, en fait, j'ai profité de mon année de chômage pour faire une saison avec Chirol, qui est un club voisin en CFA2. J'avais intégré en cours de saison, j'ai fini de jouer là-bas. Et à côté de ça, j'ai commencé à passer mon diplôme. Et ensuite, j'ai été responsable de la catégorie 14 ans fédéraux du GF38. Du GF38. Pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Puis par la suite les 16 ans nationaux pendant 3 ans. Vous avez suivi toute une génération de joueurs. Et ensuite, l'équipe réserve. À partir de 2008, à peu près, l'équipe réserve. Voilà. Et vous avez entraîné cette équipe réserve, qui était d'ailleurs d'abord en CFA2, puis qui est montée en CFA dans des groupes différents, parce que j'avais lu. Et puis ensuite, là, il s'est passé petite pige du côté de Chambéry, qui a de très courte durée. Chambéry qui était allé en CFA et qui malheureusement là aussi n'a pas eu le feu vert de la DNCG pour intégrer la CFA. Et donc il est resté en CFA2, donc il est resté que quelques semaines là-bas. Ouais, je suis resté 1 mois là-bas, c'était prévu que je signe mon contrat après la décision de la DNCG. Et puis j'avais été clair avec les dirigeants en disant que si
c'était la CFA2, il y a peu de chances que je reste, parce que j'étais allé là-bas pour la CFA. Dans le même temps, on apprend que Grenoble, qui devait repartir en DH, est reparti en CFA2. Donc les dirigeants et le maire de Grenoble, M. Testo, m'a sollicité. Et voilà, après, si Chambéry était reparti en CFA, je serais resté à Chambéry quand même, parce que j'avais donné ma parole aux dirigeants. Mais le fait que Chambéry ne soit pas en CFA et que Grenoble reparte au même niveau que Chambéry, donc j'ai préféré le challenge de Grenoble, forcément. Dans le fond, vous n'êtes pas complètement un chanoine, puisqu'en fait, ce dépôt de bilan de Grenoble s'est passé sans vous. Si, parce que j'étais mon entraîneur d'équipe réserve. Dans cette période-là. Donc j'étais encore au club. Oui, d'accord. Et donc vous avez connu les mêmes affres que Strasbourg, c'est-à-dire donc absence d'équipe, plus de centre de formation, etc. Et là, vous êtes quand même revenu dans vos bagages avec quelques joueurs de Chambéry. Ouais. Hein, j'en avais noté comme ça. Et Benrila, Tissot Rossé, Aïssa et Yabé. C'est ça. Et donc là, vous avez eu quand même beaucoup de difficultés pour remonter une équipe. Alors ça, il y a eu quelques épisodes un peu truculents. Oui. Comment vous avez fait? Parce que François Keller s'est trouvé confronté au même problème, plus d'équipe, des gens à convaincre, plus de jeunes, peu de jeunes, on va dire, qui soient restés au Bercail. Si vous voulez, moi, quand j'ai donné mon accord au GF, donc c'était à 15 jours de la reprise du championnat, ils avaient fixé une reprise d'entraînement là, 15 jours avant, avec des joueurs qui avaient envoyé des CV, donc M. Garcin, secrétaire du club, avait convoqué un tas de joueurs. Et ce qui était marrant, c'est que la première séance qu'on a fait, on a commencé tout de suite par une opposition. Donc c'est du jamais vu dans le football en termes de préparation. Et il a fallu faire cette opposition, parce que j'avais une soixantaine de joueurs, tout le monde voulait signer, sur en tout cas les joueurs qui venaient à l'essai. Donc j'ai fait le tri pour réduire au fur et à mesure de la semaine. Mais je restais concentré quand même sur des joueurs que moi je souhaitais faire venir, que je connaissais et sur qui je savais que je pouvais m'appuyer pour faire une saison CFA2 et essayer de jouer la montée dès la première année. Donc c'est pour ça que le premier match à Corté, on est parti avec 12 joueurs, dont 3 gardiens. C'est ça, les gardiens qui jouaient joueurs de champ. Qui jouaient joueurs de champ. Et on a gagné 2-0 à Corté. Ah oui, d'accord. Mais vous n'avez pas eu problème, vous n'avez pas fait signer aussi quelqu'un, un ancien gardien de but ou quelqu'un qui s'occupait de l'entraînement Ah non, on a... Pour les paniers. Il y a Arnaud Gentil, qui est entraîneur des gardiens de but avec moi, qui était entraîneur des gardiens du centre de formation, et Michael Diafaria, qui est préparateur physique cette année avec moi, qui lui aussi était au centre de formation. Ces deux garçons, j'ai souhaité qu'ils fassent partie de l'aventure. Et forcément, Arnaud Gentil, en tant qu'entraîneur des gardiens de but, avait pris une licence pour compenser au cas où s'il y avait un manque. Mais on avait... Au niveau des gardiens, c'est les seuls qu'on a pu faire signer rapidement parce que c'était des Grenoblois qui ont été tout de suite intéressés par le projet. Donc c'est pour ça qu'on avait les 3 gardiens à Corté. C'est ça. Vous êtes monté très facilement de CFA2 en CFA1. Alors, naturellement, la question qu'on a soulevée, c'est de savoir pourquoi vous avez choisi ce groupe B, sachant qu'il y avait déjà de la grosse concurrence au départ et avec la présence de Strasbourg, il y avait donc tout lieu de penser que ça allait être difficile pour être obtenu. Pourquoi vos dirigeants, vous-même, avez choisi ce... Oui, alors il y a 2 choses. On s'est dit, ce groupe B, déjà, c'est un groupe où les matchs se passent bien, où on joue dans d'assez bonnes conditions, et où on savait qu'il allait y avoir Strasbourg qui allait être un os pour nous. Le groupe Sud, c'est un groupe qui est difficile, on joue dans des conditions qui ne sont pas terribles, on est connu en CFA2 avec des terrains limite praticables chaque week-end, avec un contexte différent, et surtout nos supporters qui se déplacent en nombre ont connu beaucoup de problèmes dans cette poule de CFA2 avec les supporters de Marseille, avec plein de supporters du Sud. Donc on s'est dit on va aller dans cette poule où pas trop d'animosité entre supporters et ça peut mieux se passer. Donc les voyages étaient assez difficiles, en particulier transméditerranéen. Dans le Sud, c'est assez compliqué. Alors, ça se passe, les matchs se terminent normalement et vous rentrez chez vous normalement. Mais c'est tout le contexte autour qui est difficile à gérer. Je vous dis qu'en nous, en plus, on a des supporters qui se déplacent en nombre.
Il y a eu quelques matchs où ça a été chaud et on voulait justement éviter ça et faire une saison un peu plus sereine. Est-ce que ce soutien des supporters, est-ce que pour vous, ça peut créer une pression supplémentaire dans votre jeu, ou est-ce que, parce que bon, il y a eu quand même eu des problèmes dont on peut reparler, qui sont en train de nous pénaliser, est-ce que c'est une pression supplémentaire pour vous? Pas une pression, au contraire, ça pousse les joueurs à donner le maximum parce qu'ils sont assez nombreux au stade des Alpes, ils font du bruit. Vous avez vu à Strasbourg. Oui, c'était quand même très correct. C'était correct, oui, mais à partir du moment où nous on est informés qu'ils se déplacent, alors, ça a été le cas à chaque fois cette année, sur chaque déplacement de nos supporters, on emmène nos stadiers parce que c'est organisé et puis il se passe jamais rien. C'est vraiment, ça se passe nickel, il n'y a jamais de problème. Mais après, malheureusement, on ne peut pas trop tout maîtriser. Il y a toujours 2-3 abrutis dans ces groupes de supporters qui sont là pour se battre, pour insulter, pour foutre le bordel. Donc c'est aussi au club de supporters de faire le ménage un peu chez eux, à nous d'être vigilants. Mais, voilà, sur 3000 personnes, qu'il y en ait 2-3 énergumènes, on ne peut pas les maîtriser. C'est dommage, c'est regrettable, mais bon, en même temps, on ne peut pas faire grand-chose. Ça vous a joué des tours en particulier au PSG? Au PSG, c'est ce que je vous dis, la difficulté au PSG, on n'avait pas de stadium parce qu'il n'y avait pas de déplacement de supporters prévu. Donc il y a ces 2-3 voitures qui sont montées de leur propre chef, et là c'est au PSG d'assurer la sécurité, c'est pas à nous. Et c'est vous qui avez été... c'est nous qui avons été pénalisés. Donc encore une fois, on est la cible un peu de la Fédé, mais on pense savoir pourquoi. On pense savoir pourquoi on est la cible. Ah oui, vous pouvez nous révéler Il y a simplement des anciens Grenoblois qui ont bossé au GF38, qui sont partis en froid avec le club, en froid mais avec un gros chèque quand même, et qui siègent à la Fédé aujourd'hui et qui ont une dent contre le club. Donc je ne vais pas citer les noms, ils se reconnaîtront, mais voilà, ceci explique cela. C'est malheureux parce qu'aujourd'hui les gens qui bossent au club sont des bénévoles, les joueurs n'y sont pour rien, on travaille au quotidien et on est pénalisé parce qu'il y a une ou deux personnes qui ont une dent contre le club. C'est sûr que, je veux dire, plus on a de supporters, plus statistiquement on prend le risque d'un débordement, ceci d'autant plus qu'il y a quand même, ça peut pas arriver chez nous, ce sentiment de frustration extrêmement important. Vous avez qu'à voir, à Strasbourg ça s'est bien passé, demander à Moulins, demander à Vitrange, demander à tous ces clubs chez qui on s'est déplacé, il y a eu un ou deux bus de supporters, ça s'est super bien passé, au contraire c'était content parce qu'ils ont fait de l'argent avec la buvette, ils ont fait des entrées payantes. Donc voilà, le seul déplacement qui n'était pas prévu, puisqu'il n'y avait pas d'organisation prévue. Donc forcément, on ne va pas monter avec des stadiers à chaque déplacement s'il n'y a pas de supporters.